Nouveau numéro de Côté Sport, chers téléspectateurs d'Info 83. Toujours un plaisir de vous retrouver pour, j'allais dire, partager avec vous toute l'actualité sportive et surtout avoir la chance de bénéficier, je dirais, des conseils, de l'expertise et de l'avis avisé de nos invités. Mais avant de présenter notre invité, j'ai l'honneur de partager ce plateau avec l'incontournable Yves Mérins. Bienvenue Yves. Bonjour Mehdi et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Un plaisir partagé. Yves Mérins, on le rappelle, journaliste sportif. Comme tu disais, je reprends l'expression, mon acolyte, est-ce que je peux dire ça ? Oui. C'est un plaisir. Articule bien, mon acolyte. Oui, attention. Mon acolyte, oui, à ne pas confondre avec une autre notion, j'ai bien compris. À consommer sans modération. Il n'y a pas de souci, à consommer sans modération. On est toujours sobre et avisé sur le plateau d'Info 83 pour le côté sport. Yves, j'aimerais in medias res que tu présentes notre invité, puisqu'on a la chance de l'avoir avec nous pour ce nouveau numéro. C'est un bonheur et une vraie chance, tu as raison. C'est un ancien joueur du Sporting, Cédric Charlet. Il fait partie de mes coqueluches. Il est là à plusieurs titres aujourd'hui. D'abord, donc c'est un ancien joueur du Sporting et ça vaut tout l'or du monde. Et puis, il fait partie de cette campagne Toulon mérite un grand Sporting, une des chevilles ouvrières et une des images de ce mouvement. Et puis, Cédric, c'est un des derniers joueurs du sport professionnel, du Sporting professionnel. Donc, c'est un des symboles de cette aventure. Il fait partie de cette première génération qui a été sacrifiée parce que le professionnalisme est parti de Toulon. On connaît les causes, on connaît les conséquences. Et c'est un des grands joueurs qui a été obligé d'aller faire sa carrière ailleurs, ou même quand il est revenu ici à un niveau qui n'était pas digne de le sien parce qu'il sait ce que je pense de lui. Si Toulon était resté 10 ans de plus en première division, Cédric, c'était le Vicente Lizarazu de l'équipe. Et je pense qu'il aurait été à un niveau très, très, très intéressant. Voilà. Donc, il fait partie des dégâts collatéraux de cette histoire. Et je le regrette parce que, pour moi, c'était un très, très, très bon joueur en devenir. Voilà. Cédric Charlet, bienvenue sur notre plateau. Merci infiniment d'être avec nous. Merci à vous. Et bravo. Bravo pour votre parcours. Comme l'a précisé Yves, on le répète, c'est une chance de vous avoir avec nous sur le plateau. Non, c'est un plaisir d'être avec vous aussi sur ce plateau aujourd'hui. C'est vrai que par rapport à tout ce qu'il dit Yves, j'ai l'impression que c'est dans une autre vie en fait. Ça fait maintenant presque 25 ans. Et c'est vrai que les années. C'était hier. C'était hier. Et les années elles défilent. Mais après, bizarrement, dès qu'on se retrouve avec certains anciens, quand je dis que ce soit des joueurs, des journalistes, des supporters, on a l'impression vraiment que c'était hier. Parce que et puis on a ce maillot collé à la peau une vie. Eh oui, la rascasse. La rascasse, donc ça on a cette identité toulonnaise. Et c'est vrai que ça a été un honneur de porter ce maillot pendant pas mal d'années, quoi. Est-ce qu'on peut dire, Cédric, que vous faites partie des ambassadeurs, en quelque sorte, de cette campagne sur laquelle on va revenir dans l'immédiat, une campagne qui est plutôt réussie, qui a été initiée par les supporters, on le rappelle pour nos téléspectateurs d'Info 83, les supporters du Sporting, avec cet adage, alors je le montre, à la caméra, Toulon mérite un grand Sporting. On le retrouve un petit peu de partout en ce moment. Un petit peu aussi bien chez les commerçants que, j'allais dire, chez les badauds, mais aussi chez des personnalités comme vous. Est-ce qu'on peut le dire ? Oui, après, je ne suis pas le seul. Donc, quand vous dites ambassadeur, ça vient surtout des supporters. Après, nous, les anciens joueurs, on essaye d'amener notre petite pierre à l'édifice. Notre soutien, parce que c'est vrai que ça a pris des proportions. Et je le vois au quotidien, donc il n'y a pas un jour où les supporters ou des gens lambda dans la rue ne nous parlent pas du Sporting. Donc chacun en fait a une anecdote. Donc, et des petits de 15 ans, de 20 ans, jusqu'à 80 ans certaines personnes. Donc il y a toujours eu à un moment dans leur vie le Sporting. Et oui. Et nous, les anciens joueurs, donc... on n'a qu'une envie, en fait, c'est que notre club redevienne au niveau qui doit être le sien, au niveau professionnel. Donc on ne va pas parler de Ligue 1, parce que pour moi, ce jour, je pense que c'est... C'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité, et sincèrement, c'est un peu une autre planète.
mais Toulon mérite, et les supporters surtout méritent un grand club en Ligue 2. Mérite un grand Sporting. On avait pris le pari la dernière émission que pratiquement tous les anciens joueurs prendraient la photo avec le slogan. Je vois que c'est bien parti. Vous êtes nombreux à avoir fait ça. Et je vois que j'ai même vu que depuis l'Argentine, Delio Onis, qui est probablement le plus grand joueur que le club est connu, a envoyé son message de solidarité et de soutien à ce mouvement. C'est vraiment un beau symbole. Bien sûr, donc c'est pour dire l'amour, même Delio, qui est à l'autre bout de l'Argentine, pas dire à l'autre bout du monde, mais presque. Donc voilà, quand vous voyez des personnages comme lui, des joueurs comme lui, vraiment fait partie de la star pour moi du Sporting, donc qui est à fond aussi derrière le projet. Donc c'est dire l'importance en fait de cette campagne-là. Donc après il faut pas tout mélanger parce que certaines personnes vont croire qu'on est on est contre certaines personnes qui sont au club. Avant tout c'est l'amour qui parle et on veut en fait que le club retrouve sa place tout simplement, que ce soit avec ces personnes qui sont à la tête du club ou sûrement d'autres qui vont arriver, mais il faut que Toulon sorte de cette division-là. Est-ce que tu as le sentiment que cette campagne fait bouger les lignes un petit peu depuis que ça a commencé ? Vraiment, parce qu'on le voit au quotidien, nous. On le voit au quotidien, les gens, ça parle que de ça. Donc, quand vous voyez, je discute un peu avec certains supporters, dont Manu, Jason, Joe, tout ça, ils sont sollicités par des commerçants, mais ils reçoivent des dizaines de coups de téléphone par jour. Donc ça prouve bien que le Sporting intéresse. Le Sporting manque à beaucoup de personnes. Voilà, j'en parle. Bon, les frissons. Donc ça, c'est comme on disait, c'est viscéral après. Donc c'est viscéral. Mais voilà, au-delà de tous les problèmes qu'il peut avoir avec la présidence actuelle, je pense que tout le monde veut que le club retrouve son passé d'antan et cette Ligue 2 qui, pour moi, est la division où il doit jouer aujourd'hui. Manu, un des leaders de ce mouvement, nous disait qu'il attendait presque avec impatience un rendez-vous avec le monde politique. Est-ce qu'il a eu lieu, ce rendez-vous, déjà ? Je pense pas. Je pense pas encore. Après, je sais que Monsieur le maire est attentif aussi au dossier. Monsieur le maire, je pense qu'il souhaite aussi que son club, quand je dis son club, le club de sa ville... soit aussi à un autre niveau qui est le nôtre aujourd'hui. Quand je dis le nôtre, parce que c'est notre club en fait. Hein, donc, il a dit par voie de presse assez récemment, tout à fait. Donc je pense que oui, le monde politique est derrière ce mouvement. Après, je ne sais pas du tout ce qu'il en est exactement, s'ils ont le droit d'intervenir, parce que ça reste quand même une société privée qui est actuellement propriétaire de Monsieur Claude Joy. Donc après ça, c'est tout des rendez-vous qui j'espère vont se faire rapidement parce que la saison prochaine arrive rapidement. Tu y crois, ce renouveau ? Il le faut. Au-delà d'y croire, il le faut. Il le faut pour quand je dis ces gens, pour ces supporters. Voilà, j'ai bu un coup avec un samedi midi quand vous voyez qu'ils ont la rascasse tatouée sur le bras. C'est exceptionnel. Moi, quand il me lève le t-shirt et que je vois ça, c'est fabuleux. Donc pour ces gens-là, il le faut. Pour les amoureux du foot, il le faut. Pour la ville de Toulon, voilà, il le faut. C'est important. Pour les jeunes, il le faut. Pour les jeunes, pour les clubs aux alentours, il le faut. Mais je vais même aller plus loin, même pour les commerçants. Donc c'est hyper important qu'il y ait quelque part un changement et que ce changement ait lieu, on espère tous rapidement, pour trouver encore une fois notre place qui est la nôtre. L'anomalie peut être réparée. Je pense. C'est une anomalie quand même. Hein. Ouais. Je n'irai pas plus loin dans ma colère, mais... Quand on est la 14e ou 15e ville de France, et je crois que Manu, l'autre fois, par rapport un peu à... La 13e agglo. Voilà, donc on se retrouve... Première ville du Var. Première ville du Var. Et comme il dit Yves, pour les jeunes, c'est important. Pour les jeunes, c'est important. Pour les clubs aux alentours, c'est important.
il faut que tout le monde soit derrière ce mouvement qui est pour moi qui est fait mais intelligemment. Voilà, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de menace. Donc, on peut dire que c'est un élan du cœur. C'est un élan du cœur, mais c'est exactement ça. Parce que quand Manu, qui fait partie des investigateurs de ce mouvement, c'est le cœur qui parle. Voilà, parce que ces gens-là, c'est des passionnés. Pour nos téléspectateurs, on rappelle, Manu, c'est le supporter qui est venu sur notre plateau lors du précédent numéro. Et tout le monde l'a souligné, même on a eu des commentaires d'internautes qui ont souligné justement, comme vous disiez, l'intelligence du discours. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un discours passionné dans le mauvais sens du terme. Bien sûr. On est plutôt sur un discours positif. L'envie vraiment de faire bien les choses. Pour aller dans le sens de ce que dit Cédric, et pour pas rester sur le domaine des idées, mais sur des exemples bien précis. Bien sûr. Quand on parle des gamins dans le Var, aujourd'hui, tu as les frères Bencheghir. Il y en a un qui joue à Monaco, l'autre à Marseille. Tu as Amraoui, qui vient de marquer un but décisif en Coupe d'Europe avec Nice. Et il jouait au Racing avec les équipes de Fred Mérieux. Voilà où les gamins du Var sont obligés de s'exiler, de s'expatrier. Et il y a un talent fou dans le Var. Donc c'est pour ça, pour ces gamins aussi, qu'il faut qu'il y ait de nouveau une vitrine dans ce sport. Alors, on le dit, nous, pour nos téléspectateurs, j'aimerais avoir votre sentiment, Cédric, là-dessus. On est toujours parti du postulat que le sport, c'est pas uniquement le secteur sportif. Finalement, c'est une ville, c'est une communauté, c'est des quartiers, c'est des commerçants. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce mouvement est nécessaire aussi pour ça? Je pense que vous l'avez dit en fait à demi-mot, c'est nécessaire, mais pour tout l'environnement local finalement. Bien sûr. Mais même pour la métropole, au-delà de Toulon, quoi. Au-delà de Toulon, parce que je me rappelle, nous à l'époque, quand on jouait, il y avait des supporters de la Seine, il y avait des supporters de Saint-Tropez, de Brignoles. Donc au-delà de la ville de Toulon, il y a une attente. Ces gens-là, ils n'ont qu'une envie, c'est revenir à vos rencontres. Voilà, parce que il y a réellement un manque. Et je me répète, nous, il n'y a pas un jour où les joueurs, les anciens joueurs, on ne nous parle pas du Sporting. Ce club est aimé depuis des années. Voilà. Au-delà, nous, notre génération, parce que bon, tout à l'heure, tu parles d'ambassadeur, je suis rien, quoi. Je suis un ancien joueur et tous les anciens joueurs, on est des ambassadeurs du club. Par rapport c'est mon propos. Voilà, par rapport à ce mouvement. Et c'est vrai que quand on voit le nombre de joueurs donc, qui amènent voilà, leur soutien, leur image. Leur soutien et leur image au club. Et encore une fois, quoi, on ne veut pas rentrer dans des guerres. Ce n'est pas le but du tout. Donc nous, Toulon mérite un grand Sporting. Et je me répète, la ville de Toulon et les supporters. Puisqu'on disait aussi l'autre fois, c'est que les gamins, ils ont le droit d'avoir des idoles toulonnaises. Mais ça leur permet aussi, tous les 15 jours, de voir tous les meilleurs joueurs de France venir défier le Sporting quand ils sont en première division. Et tu nous racontais, Yves, l'anecdote pour ton petit-fils. Oui. Mon petit-fils, il est obligé d'aller voir les matchs à l'OM. Bon, je sais que ça ne fait pas plaisir à tous les Toulonnais, mais comment tu veux faire? Il n'y a plus de club à Toulon, donc tu es bien obligé d'aller ailleurs. Donc Nice et Monaco, c'est le bout du monde, surtout pour un Toulonnais, donc on va à Marseille. Voilà. Et il y a beaucoup de Toulonnais qui viennent de Varois, notamment, qui viennent au Vélodrome. Parce que quand tu vas voir un match de l'OM le soir, l'autoroute, comme par hasard, à minuit, c'est bourré de voitures 83. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a beaucoup de gens qui aimeraient encore voir des matchs de foot de haut niveau, quoi. Donc c'est l'occasion, pour le dire à nos téléspectateurs, que cette campagne qui est très bien menée, comme tu le soulignais, Cédric, c'est une campagne qui est bien menée, je dirais, avec un sentiment chevillé au corps, voilà, un élan du cœur de la part des supporters, mais pas que, vraiment les commerçants, les sportifs. C'est l'occasion peut-être de faire écouter le message pour les téléspectateurs qui ne l'auront pas écouté. Tu parlais d'un grand, alors, comme on dit, il y a plusieurs ambassadeurs. Forcément, quand on a joué, tout comme Cédric, on est de fait ambassadeurs de la Rascasse. On parlait de Delio Onis, qui est un des plus grands joueurs, on peut dire, de tous les temps, qu'on a eu la chance d'avoir en liaison téléphonique lors d'un numéro de Côté Sport. Et tout de suite, pour nos téléspectateurs, on va vous faire écouter son message de soutien, c'est maintenant. Avec l'accent. Avec l'accent, absolument. Bonjour, je suis Delio Onis. Moi aussi, je pense que Toulon mérite un grand Sporting, car je souhaite que tout le monde puisse connaître le bonheur que j'ai connu lorsque j'ai joué à Toulon. Allez, un petit effort, je vous embrasse l'Argentine. Bon, ce que je pensais aussi, c'est le seul
bémol que je mettrais à cette histoire, c'est que je ne voudrais pas que ça se finisse en eau de boudin, quoi, que ça s'essouffle, que ça parte sans qu'il y ait de conclusion, tout ça. Donc j'aimerais bien que tout le monde se mette autour de la table et puis voir un peu comment on peut faire avancer cette histoire. Alors je rebondis, Yves, on peut le dire pour nos téléspectateurs, je pense que certains l'auront vu, y compris pour Cédric, il y a eu des réactions par voie de presse, notamment la presse écrite. On a vu le président Claude Joy qui a eu une réaction finalement consécutive aussi à notre dernier numéro de Côté Sport, avec les propos tenus par Manu qui, entre guillemets, représentait en quelque sorte la communauté, même s'il n'aimait pas, il trouvait que c'était quand même assez lourd à porter, mais en quelque sorte c'était un porte-parole, il représentait sur notre émission. On a eu monsieur le maire de Toulon aussi qui a j'allais dire de fait apporter son soutien finalement en disant la nécessité, comme tu disais Cédric, d'avoir un club au plus haut niveau dans la première ville du Var, et y compris au sein de la métropole. Donc voilà, on voit bien que ça suscite l'impression des réactions. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'il faut aller encore plus loin? Pour le moment, ce sont des mots. Voilà. Il n'y a pas d'actes. Maintenant, j'attends des actions. Voilà. Oui. Il faut voir comment on va aider ce club à ressusciter. Parce que bon, ils sont en combien? 4e, 5e division? En N2, ouais, c'est la 4e division. 4e division. Donc, et ils sont en danger de descendre dans le cran en dessous. Il y a 5 descentes. Il y a 5 descentes, je crois qu'il y a le plus mauvais 11e, pardon, donc risque de descendre aussi. Donc ça risque de faire 6 descentes. Oui. Donc il y a grand danger. Il restait une grosse dizaine de matchs. Donc à ce jour, le club n'est pas mathématiquement n'est pas sauvé, quoi. Donc, et après, une fois qu'il sera sauvé, il faut vraiment ne pas perdre de temps et voir quelles actions il faut mener pour se sortir de ce marasme, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, quoi. On n'a pas le droit d'être à ce niveau-là quand on est une grande ville comme Toulon, quoi. C'est interdit. On reprend l'expression, toi tu maintiens, Yves, c'est une anomalie. Je dis anomalie quand je suis gentil. Quand J'ai bien compris. Pas gentil, je vous fais l'impasse. Oui, tu nous l'épargnes. J'ai compris. En tout cas, voilà, c'était l'occasion de réitérer aussi, en tout cas nous on est convaincus sur le plateau de Côté Sport sur Info 83, que c'est nécessaire. Donc en tout cas, j'ai envie de dire, les spectateurs de fait ont tout notre soutien, les supporters. On l'a démontré lors du précédent Côté Sport et on insiste encore une fois sur cette nécessité. Je voudrais, sans transition quand même, il faut qu'on parle du ballon rond. Là, mais j'allais dire dans un sens plus large maintenant, à l'échelle nationale. Et j'aimerais avoir aussi ton avis, Cédric, j'allais dire ton œil aiguisé aussi pour compléter le propos de Yves. Et j'aimerais qu'on parle du PSG. Voilà, j'en étais sûr. Ça commence bien. Donc le Paris Saint-Germain, donc on l'a vu. J'allais dire, Yves, c'est un petit peu ce qu'on dit depuis plusieurs numéros. Il y a un problème, j'allais dire, entre l'investissement du PSG et les résultats, mais j'ai envie de dire, de fait, là, c'est mathématique. Je ne vois pas de quoi vous pouvez parler. Moi, c'est un club qui, à chaque fois, vit un beau printemps. D'accord. Ils sont en vacances. Ils vont finir le championnat de France, c'est leur catégorie, donc ils vont finir champions, d'accord. Mais après, ils ne sont pas invités à la table européenne. Au niveau de la Ligue des Champions, c'est pas ça. Depuis que le Qatar est arrivé, voilà, c'est toujours pareil. Bon, ils ont fait une finale une année parce que c'est le Covid et qu'il n'y avait personne dans les stades et que c'était une formule un peu particulière. Sinon, c'est 8e, quart de finale. Et puis, personne ne s'offusque de rien. Les années passent, ça continue. Moi, je vois qu'ils jouent un 8e de finale de Ligue des Champions avec 2 gamins de 17 ans. Quand on a le plus gros budget d'Europe, je ne sais pas comment... Qui bâtit l'équipe? Luis Campos, Nasser... C'est surprenant. Galtier... je sais pas, il y a un souci quand même. Quand je vois le match contre le Bayern de Munich, je vois les remplaçants, il rentre Niabri, il rentre 5-6 joueurs qui ont fait le mondial. Et nous, on joue avec 2 gamins de 17 ans, il en rentre un 3e de 17 ans. Et on le rappelle, voilà. Défaite 2-0 contre le Bayern. Ils doivent peut-être être gênés aux entournures économiquement, il doit y avoir un souci quelque part, parce que sinon, je ne vois pas d'où ça vient. Alors Cédric, qu'est-ce que tu en penses toi, justement j'allais dire, de cet écart de fait entre l'investissement qui est colossal et finalement des résultats en Ligue des Champions qui ne sont pas au rendez-vous? Non, et puis il arrive un moment, comme il dit, je pense que le PSG n'est pas invité à la table des grands d'Europe. Pourquoi? Parce que tout simplement, après, comme on disait, on n'a rien inventé. Les grands clubs, c'est une institution. Et aucun joueur ne passe au-dessus de l'institution. J'ai été joueur, quand je vois le comportement de certains joueurs du PSG, ça me dérange fortement, quoi, parce que pour moi, c'est pas des... Ils montrent pas l'exemple. Ils montrent pas l'exemple, et c'est pas avec des joueurs comme ça que le PSG arrivera un jour à gagner la Ligue des Champions. Parce que pour moi, au-delà d'un Sergio Ramos qu'ils ont recruté, malheureusement, sur sa fin de carrière, qui pour moi était le meilleur défenseur au monde,
il y a un vrai patron. Il n'y a pas de patron dans cette équipe. C'est bien beau d'empiler les Mbappé, les Neymar, les Messi. Mais c'est un amas d'individus, quoi, finalement. Mais à l'arrivée, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. Donc, et à tous les niveaux, vous pouvez jouer dans n'importe quelle division. S'il n'y a rien qui sort d'une équipe, s'il n'y a pas cette âme-là qui sort, il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de groupe. Christophe Galtier, j'aime bien. Mais est-ce qu'il aura un jour le courage de mettre un Neymar là, s'il ne se blesse pas, je ne pense pas qu'il aurait eu le courage de sortir un Neymar. Alors qu'un joueur comme ça, ce pas des joueurs qui ont la trempe de champion et avec qui le PSG un jour gagnera la Coupe d'Europe, quoi. Parce qu'il y a trop de... pour moi, il y a trop de joueurs qui n'ont pas leur place dans cette équipe. Et quand vous voyez l'armada européenne et les grands clubs que sont le Bayern, parce que ça fait partie des illustres clubs. Des illustres clubs et des grands d'Europe, aucun joueur ne bronche au Bayern. Voilà. Dès qu'il y a un écart, le joueur est sanctionné. Alors que, et la moitié des stars sont sur le banc. Parce qu'il y a 22 stars. Eh oui. Donc, alors que quand ils sont sur le banc en France, ils sont en train de pleurnicher au bout de 2 matchs. J'allais dire, Yves, est-ce que, et aussi pour avoir l'avis de Cédric, c'est quelque chose de nouveau, le fait que l'exemplarité n'aille pas de soi? C'est-à-dire qu'on a l'impression maintenant que ça existe, des joueurs qui se... Est-ce que ça existait déjà avant? C'est pas nouveau. La France a gagné une Ligue des Champions. Il y a des petits pays qui ont gagné 4-5. Le Porto, Benfica, ils ont gagné 3 ou 4 fois la Ligue des Champions. Au Portugal, il y a 3 clubs. Au Absolument. Portugal, 4 clubs à tout casser. Bon, nous, on a gagné une Ligue des Champions. Donc il y a quelque chose qui tourne pas rond dans notre système. Ouais, il y a quelque chose de proprement français qui ne fonctionne pas. Mais bien sûr. Ils ne savent pas comment aller au plus haut niveau. Voilà. Les Qataris, ils ont pensé sincèrement qu'avec des valises de dollars, ça suffirait pour gagner la plus belle des Coupes d'Europe. Eh bien non, ça ne suffit pas. Il faut autre chose. Il faut bâtir un club, il faut bâtir une équipe. Et pour le moment, ils ne le font pas. Tous les ans ou tous les 2 ans, ils changent tout. C'est un peu une équipe en pré-retraite. Quand tu vas chercher Messi tout à la fin de sa carrière, tu vas chercher Neymar. L'autre jour, sur l'équipe TV, il y avait une table ronde extraordinaire. Il faisait le bilan chiffré des matchs de Neymar. Il a joué, 200 matchs. Depuis qu'il est là, le PSG a joué 200 ou 250 matchs. Il en a fait 125 à l'infirmerie. Donc, il y a un ratio. Il n'est pas payé à demi-tarif quand même, Neymar. Il est là pour être la locomotive du projet, une des locomotives. Absolument. Il n'est jamais là. Et quand il est là, alors il y en a. Il admire ça, le danseur de samba, le machin, il fait des trucs extraordinaires. Mais je préfère le voir à Bouglione que sur un terrain de foot. Voilà. Non, mais quand tu vois la rentabilité de ce bonhomme, mais non, c'est indécent. C'est indécent. Donc, pour dire, c'était ma question, effectivement, ça date pas d'hier, selon toi. C'est quelque chose qui existait déjà. J'aimerais avoir l'avis de Cédric là-dessus. Je veux dire, peut-être ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que c'est particulièrement exacerbé, peut-être aujourd'hui. Oui, et puis bon, pour moi, déjà, à la base, ils font des erreurs de casting. Donc, je rejoins complètement Yves. Avec l'argent, vous ne faites pas tout, quoi. Donc, qui fait quoi dans ce club? Voilà. Pour moi, à chaque fois qu'ils font venir un entraîneur, demain, ils peuvent faire venir José Mourinho, ils peuvent faire venir Luis Enrique, ils peuvent faire venir Guardiola. Les entraîneurs, quand ils arrivent au PSG, pour moi, déjà, ils sont en danger, quoi. Ils sont en danger parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Donc, ils ne sont pas souverains dans leur choix. Mais pas du tout. Ils ont réussi à se fâcher avec Ancelotti. C'est vrai. Il a réussi partout où il est passé. Voilà, c'est vrai. Quand on l'appelle le Mister, il a gagné de partout. Donc, il arrive un moment où Neymar, demain, ça ne va pas. Il file un coup de téléphone là-bas au Prince, et c'est le Prince qui va décider, qui va appeler Galtier en lui disant maintenant tu le fais jouer. Alors que Galtier, je pense que sincèrement au fond de lui, peut-être que jamais il le coche sur la feuille de match. Donc ça serait un problème. Son attitude. Ça serait peut-être un problème plus profond alors, donc du coup de structure même du club et de fonctionnement. C'est pour ça que les grands clubs européens ne font pas toutes ces erreurs de casting. Comme il dit Yves, même Benfica, même Porto, mais ça reste à leur niveau des institutions. Et il n'y a aucun joueur qui va passer au-dessus du coach, de l'institution, du club. Là, au PSG, c'est la foire depuis 10-12 ans qu'ils sont là, les Qataris. 11 ans, oui, je crois. Donc c'est qu'il y a réellement un problème. Parce que bon, encore plus, là, ça fait 2 ans, je crois que tu prends la porte en 8e de finale. Voilà, et puis il va te rester encore toujours les mêmes clubs.
Le Barça n'est pas là. Bon, le Barça, parce que je pense que là, il y a eu un peu la fin d'un cycle. Et alors, il y a eu sûrement aussi une erreur. C'est pas normal qu'un club comme le Barça ne soit pas en 8e cette année. Voilà, en 8e cette année. Mais c'est une exception. Autrement, tous les autres clubs, il n'y a jamais de problème. Il n'y a jamais de problème. Donc, je pense qu'à la base, c'est réellement un problème d'erreur de casting à certains postes. Si les guides et sur certains joueurs. Si les guides du football étaient qataris, ça se saurait quand même. Oui. À un moment donné, il faut un peu respecter les valeurs, l'histoire. Bon, s'ils venaient pendant 20 ans faire des études pour apprendre le football, je comprendrais. Mais arriver tout de suite comme ça, en disant, voilà, nous on est les plus beaux, on est les plus forts, on est les plus riches, eh ben, tu te ramasses et puis ça fait 11 ans que ça dure. C'est l'occasion de montrer que, voilà, comme tu disais Cédric, que la cohésion et la discipline, ça ne s'achète pas finalement. Puis ça reste la base dans tous les sports. Absolument. Alors je voudrais, sans transition, si on a parlé du PSG, il faut qu'on parle de l'OM, automatiquement. Donc l'OM, alors un match nul donc, contre Strasbourg, 2-2, Balerdi expulsé également. Une habitude. Habitude. Voilà, comme quoi on remet la pièce avec Yves, je savais que ça allait partir. Mais pareil, est-ce que pour l'OM aussi, on est un peu comme le PSG, on est dans l'inertie? Qu'est-ce qui se passe? Non, bon, je veux bien qu'on m'explique qu'ils tirent le maximum de cette génération, que bon, c'est pas l'OM que j'ai connu, c'est pas un OM qui est digne de l'histoire de ce maillot. C'est encore une bande de mercenaires qui arrive. Bon, là, le président, il est pas qatari, il est américain, mais il est jamais là, il a jamais vu un ballon de football. C'est pas leur sport majeur aux États-Unis, effectivement. Il y a une équipe de dirigeants espagnols. Bon, Longoria, il a 34 ans, il a déjà fait 10 clubs. Donc ça doit être un énarque du football, là aussi. Tout le monde à Marseille se met à genoux en disant il réussit tout, les transferts, c'est magnifique, tout ça. Bon, moi je vous avoue que je ne prends pas mon pied devant les matchs de l'OM. Bon, ils sont seconds d'un championnat qui est d'un niveau désastreux, catastrophique. Ce week-end, les Monaco qui sont 3e se ramassent. Lyon, ils ne savent plus où ils sont. Bordeaux et Saint-Etienne, ils sont en 2e division. Donc on est second d'un championnat qui est quand même assez minable. Voilà. Le tableau est noir, on peut le dire là, sur les résultats. Dire, ils sont seconds. Non, ça ne veut rien dire d'être second. C'est un championnat je n'allais pas dire de D2, mais bon, c'est un championnat très moyen, quoi. Voilà. Donc ils vont se satisfaire de ça. Ils vont aller en Ligue des Champions probablement en finissant second. Et puis ils vont égaler leur record. Il y aura 6 matchs en Ligue des Champions l'année prochaine. Ils feront 6 défaites comme d'habitude. Donc voilà la réalité de l'OM. Même si ça fait mal aux Marseillais, et j'en suis. Bon. Mais c'est la réalité, voilà. On est tous des Marseillais convaincus ici, j'imagine, sur ce plateau. Non, je suis pas Marseillais. Non, Cédric, je suis pas Marseillais, je sais même pas où c'est Marseille. J'ai mis les pieds dans le plat. Mais pour non, Cédric, il peut jumeler Toulon avec la Valette. Pas plus. D'accord. Comme on disait, quand t'as porté les couleurs du Sporting, après. Au-delà de tout ça, un peu sportivement. Bien sûr. Pour moi, déjà, comme il dit Yves, pour moi, c'est une équipe déjà qui est à 300% de ses capacités. Avec un entraîneur qui demande beaucoup aux joueurs. Et pour en revenir à ce qu'il dit Yves, pour moi, je vois Lens devant. Je pense que les Marseillais vont cramer. Ils vont se cramer et puis il suffit encore 2-3 mauvais résultats, comme dans tous les vestiaires. Bien sûr. L'ambiance, elle est magnifique quand il y a les victoires, mais quand il commence un peu à avoir des défaites, tout le monde se regarde un peu en chien de fusil et c'est un peu compliqué, quoi. Non, mais je parle sous le contrôle d'un spécialiste, là. Tu sais, les idées tactiques de Tudor, hein, il passe pour le grand magicien du football d'aujourd'hui, là. Quand tu mets un arrière-gauche, arrière-droit, qui est un arrière-gauche vraiment gaucher, tu le mets arrière-droit, et que ton arrière-droit, tu le mets arrière-gauche, là, il faut qu'on m'explique quand même cette histoire, parce que même dans les cahiers de Clairefontaine, c'est pas marqué. Tu vois. Donc, j'aurais voulu voir Cédric jouer arrière-droit un jour. Parce que j'ai joué une fois, très compliqué. Oui. Parce que tu n'as pas du tout les mêmes... Tu n'as pas réessayé, hein? Ouais. Non. C'était un fiasco complet à droite. Parce que déjà, tu défends complètement différemment. Tu n'es pas sur ton bon pied. Tu fais qu'en face de toi, tu as un gaucher, un droitier. Bon, bref. Et puis offensivement, tu peux pas amener... tu peux pas apporter... Je parle d'un gaucher à droite. Hein. Les droitiers, ils ont la chance d'avoir un pied gauche, que nous, les gauchers, on n'a pas de pied droit. Donc c'est très compliqué, non, mais après c'est vrai que c'est des choix vraiment bizarres, quoi.
Ils veulent inventer le football, ils veulent réinventer le football. Il faut arrêter avec ces conneries-là. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de vouloir tellement être audacieux ou innover, finalement, on n'est plus du tout dans... Je peux parler des 11 de l'OM. Quand tu fais jouer Guendouzi numéro 10, quand tu fais jouer Under, je sais pas où il joue. Tu vois, ils sont tous... Il y en a pas un qui joue à sa place, quoi. Tu vois, Donc, il y a un vrai souci. Il y a une perte de repères, en quelque sorte. Disons cette équipe-là, elle ne rentrera pas dans ma catégorie légende. Quoi. Voilà, d'accord. J'en ai d'autres, mais celle-là, non. Voilà, même s'ils sont seconds en fin d'année, c'est bien, mais j'attends autre chose d'un club comme Marseille. Alors, justement, sans transition, je voudrais aussi, on parle de football, de la succession de Diacre aussi, qui soulève des interrogations. Donc là, je m'attends au pire là avec Yves, mais je veux l'entendre là-dessus. Non, mais je ne sais pas si on arrive si on peut arriver à faire plus entre l'histoire Le Gret, l'histoire Diacre, les histoires entre Benzema et Deschamps. Absolument. On est en finale de la Coupe du Monde. 4 ans après avoir gagné une Coupe du Monde, on devrait être le pays en pleine euphorie sur le plan football. En plein essor, absolument. On cultive toutes les bêtises du monde. Donc je ne sais pas comment ils font. Alors là, Diacre, elle est fâchée. Elle s'est fâchée avec la moitié de l'équipe. Les joueuses se mettent plus ou moins en grève en disant ou en retraite internationale, tout ça. Tout le monde tombe sur les joueuses. Mais elle fait n'importe quoi avec les joueuses. Elle s'est privée des 4 ou 5 meilleures. Elle les a ridiculisées, humiliées. Et après, elle s'étonne qu'elles soient remises en question. Non, il faut tourner la page rapidement. Mais pas la tourner comme ça, pas après un chantage des joueuses. Il faut le faire avant. Mais il n'y avait plus de président. L'autre, Philippe Diallo, il est en intérim. Donc, il est tremblant de peur. Donc, voilà comment on règle les problèmes du football français aujourd'hui. Voilà. Donc, on est encore la risée d'une grande partie du monde du football. Cédric, toi, tu penses que justement, ces épisodes malheureux dans tout ce qui est institution du football français, tu penses que ça impacte finalement le jeu, les équipes Je pense le joueur, non. Je pense que le joueur, ce que fait Le Gret ou ce que peut dire Le Gret, ou je pense que quand il arrive à un moment, il est sur le terrain, c'est pas son problème. Tout ça, c'est pas son problème du tout. Mais encore une fois, on en revient à l'image. Le président de la Fédé, qui pour moi qui est ridicule au-delà de tous ces problèmes, de toutes ces histoires qu'il a pu avoir avec beaucoup de personnes. Mais encore une fois, ça donne une mauvaise image. Ça donne une mauvaise image et après c'est pas bon. Mais encore une fois, c'est pas bon pour beaucoup de personnes. Pour les clubs, même les clubs amateurs. Donc l'image du foot est écornée. Ses valeurs, peut-être aussi. Les valeurs, bien sûr, les valeurs. Mais encore une fois, c'est là-haut qui doit montrer l'exemple. Absolument. Corinne Diacre, pour moi, ça fait déjà 1 an qu'ils auraient dû passer à autre chose et changer de sélectionneur. Je crois qu'on va le retrouver à la tête des manifestations pour les retraites. Parce que, tout le monde pleure pour la retraite à 64 ans, il en a 81, lui. Mais encore, malheureusement, je veux dire, c'est l'image de la société. Oui, c'est peut-être un problème de mœurs finalement. Voilà, c'est pas que le foot, le foot est une partie. Voilà, donc mais c'est que des images négatives qu'on renvoie, quoi. Est-ce que c'est très français, ça, pour le coup, de dire qu'on cultive finalement le négatif et on met pas assez le positif en valeur? Non, il y a d'autres pays quand même qui sont bien armés sur ce plan-là aussi. Mais, avec les presses à scandale et compagnie. Oui. Les tabloïds en Angleterre, ça va loin. C'est particulier, ouais. La presse italienne, la presse espagnole, des fois, est très méchante. Mais nous, quand même, c'est rigolo, quoi. Tu vois, c'est pas très grave, c'est rigolo. Mais, alors qu'il y a des sujets en Espagne de corruption, en Italie de corruption, tout ça. Bon, nous, on a donné aussi, mais là, on est plutôt la risée, quoi, du monde du football, quoi. Voilà. Alors que pourtant, effectivement, on sort d'une finale de Coupe du Monde, on pourrait s'attendre à tout le contraire, effectivement, que la France soit plutôt le drapeau, je dirais, bien étendu au niveau du football. On a le meilleur sélectionneur du monde sur les 8-10 dernières années. Quand tu prends les euros, quand tu prends les... Pour Didier Deschamps. Didier Deschamps. Ce bonhomme, il est attaqué par un joueur avec qui, il s'était fâché pour des raisons extrasportives et plutôt valables. Puisque on parle bien de Karim Benzema, pour nos téléspectateurs. Je ne sais pas. Peut-être. Et aujourd'hui, ce bonhomme-là se permet de critiquer Deschamps, de mettre sa parole en doute. Mais Karim Benzema, il était où à la Coupe du Monde qu'ils ont gagnée? Il n'y était pas, il me semble. Par contre, il était à l'Euro, où là, ils ont perdu. Et puis là, de nouveau, il n'y est pas, ils sont en finale.
Bon, je pense que Karim Benzema, qu'il aille briller avec Madrid, et ça devrait suffire à son bonheur. En plus, et qu'il ne la ramène pas sur le plan français. Voilà, et qu'il ne s'attaque pas à une icône du football français. Parce que des grands sélectionneurs, on n'en a pas eu 50. Alors pour une fois qu'il y en a un qui gagne, autant le respecter un peu. Est-ce qu'on peut dire que le fait qu'en plus il soit ballon d'or, pour toi, c'est une circonstance aggravante? Mais non, mais ça ne lui donne pas tous les droits d'être ballon d'or. Non, mais au contraire, je voulais dire, est-ce que c'est, par rapport justement au discours de Cédric, en parlant de l'exemplarité, justement, le fait qu'il soit ballon d'or, pour toi, c'est peut-être même pire qu'il emploie ces propos-là. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric? Je pense qu'après, il arrive un moment, c'est les histoires, c'est sans fin. C'est-à-dire que dans 2 ans encore, on va peut-être manger du Deschamps-Benzema. Et ça, où je pense que c'est les médias. Donc, il arrive un moment où il faut arrêter. Il faut avancer. Il faut avancer, il faut passer à autre chose. On sait, comme il dit Yves, qu'il ne s'aime pas. C'est pas d'aujourd'hui. Benzema, donc par rapport à certaines choses, et là ça dépasse le cadre du sportif, donc et j'enlève en rien le grand joueur comme il dit Yves, qu'il est au Real de Madrid. Pour moi, c'était un des meilleurs attaquants au monde, hein. Mais après c'est trop compliqué. Il y a trop de choses, encore une fois, qui dépassent le cadre du sportif. Et dès qu'il y a un problème, tous ces faits sont relatés fois 100 par les médias. Par certains journalistes, ils entretiennent ça. Et pour moi, encore une fois, il n'y a rien de positif. Il n'y a rien de positif parce que ça gangrène un groupe, ça gangrène une fédération. Oui, ça pollue. Ça pollue et ça met en porte-à-faux beaucoup de personnes. Alors qu'encore une fois, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on se passerait bien de tout ça, quoi. Je voudrais, comme c'est notre traditionnelle conclusion du côté sport, un côté sport très football, c'était important de le dire, puisqu'on a quand même cet élan, et on revient là-dessus, donc de Toulon mérite un grand sporting, je le remontre encore une fois. Donc c'est important de conclure avec le célèbre coup de cœur et coup de gueule d'Yves Mérins. On ne dit pas un mot sur le rugby ce grand match du 15 de France. Bon, tu as raison, on est tenu un peu par le temps. On est un petit peu tenu, mais c'est vrai, on peut dire quand même, Oui, j'allais faire l'impasse dessus, mais la flamboyante équipe de France, ça fera aussi le côté quand même optimiste. On va parler de rugby, effectivement, contre l'Angleterre. Une victoire écrasante. On avait vu un entraîneur les larmes aux yeux. C'est vrai. C'était émouvant, d'ailleurs, cette fin de match avec Fabien Galtier. Un immense match de l'équipe de France. Peut-être contre une Angleterre un peu moyenne, mais les Français ont fait le boulot. Mais la victoire est là. La victoire est là. Donc, pour passer très vite, on voulait aussi parler un peu de Paris-Nice avec, c'est vrai. Avec le grand Pogacar qui a écrasé un peu cette course. J'espère que c'est fait dans les règles de l'art. J'irai pas plus loin. Avec un David Gaudu qui a confirmé qu'il peut être un des bons champions de demain. Peut-être enfin un Français capable de gagner un Tour de France. Un vrai espoir. Un vrai espoir. Je pense que lui, il fait le boulot, c'est bien. J'ai vu aussi ce week-end le naufrage de Tony Yoka en boxe. Champion olympique, il était appelé à une carrière prestigieuse. Là, il a une carrière hyper protégée. Il a rencontré personne. Il a perdu contre un combat il y a un an. Il a mis un coup d'arrêt à sa carrière. Ce week-end, il a perdu contre un ancien sparring partner, Carlos Takam. Absolument. 42 ans. Je pense qu'il y a des limites. Je me demande si sa carrière n'est pas un peu en train de se terminer. Oui, ça soulève vraiment une interrogation sur sa carrière. Je lui souhaite de rebondir, mais franchement, pour le moment, il ne nous a rien monté dans le monde professionnel. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un peu dommage. Voilà. Donc je voulais quand même qu'on conclue, Yves, en fait la transition est toute faite avec ton coup de gueule et ton coup de cœur. À la limite, peut-être commencer par le coup de gueule, comme ça on termine sur une note optimiste quand même. Parce que... Surtout qu'il y en a deux de coups de gueule. Le premier, c'est l'étape annulée entre Tourves et la Colle-sur-Loup parce qu'il y avait trop de vent. Oui, exact. Alors, écoute, moi je suis quand même un mec d'un certain âge. J'ai vu des étapes du Tour de France sous la neige. J'ai vu un Bernard Hinault remporter des classiques, la route était verglacée. J'ai vu des choses hallucinantes sur un vélo. Et là, il y avait un peu de vent, ils ont annulé l'étape. Alors là, je me dis qu'on a changé d'époque. Là, je me dis que franchement, ils sont très protégés. Ça confirme, quand tu vois les routes du Tour de France, c'est des billards, ils regoudronnent la veille. Donc, tu vois, c'est... Bon, je préférais le vélo d'avant. Bon, mais il n'y a plus de magie. Ouais. Oui. Bon, et mon deuxième coup de gueule, c'est... Là, je vais attaquer un club que j'aime beaucoup, hein, mais ce n'est pas Marseille. C'est le Barça.
Ils sont dans une histoire de corruption monumentale. Exact, absolument. Monumentale. Il y a l'adjoint des responsables des arbitres espagnols qui a encaissé quand même 6 millions d'euros en une dizaine d'années des caisses du Barça. Juste ça. Et mon coup de gueule, bon, déjà ça me hérisse, mais mon coup de gueule, c'est que ça fasse 3 lignes dans tous les journaux. Parce que si je me rappelle bien de l'histoire de la Juventus, qui a été rétrogradée, oui. Si je me rappelle bien de l'histoire Marseille avec OMVA, tout ça, c'était des pages et des pages. Ça a été des scandales nationaux, même internationaux. Le Barça, 3 lignes, il faut aller en bas de page, c'est comme dans un contrat d'une assurance. Donc ça, c'est un grand scandale en ce moment. Voilà, 2 poids, 2 mesures, quand scandale. même, ça te surprend, ça. Voilà, ça me surprend, et ça me surprend de la part d'un club comme ça, qui, à mes yeux, avait, ou j'espère aura encore des valeurs. Comme le soulignait Cédric tout à l'heure, effectivement, c'est un très très grand club, le Barça. Pour moi, ça fait partie c'est pour moi le club. Après, il y en a plein. Il y a la Juve, il y a Liverpool, il y a... Les Madrilènes vont être contents. Non, mais voilà, après, c'est le Real aussi, bien sûr, mais le Barça, ça reste quand même le Barça. Oui, moi, je tout à fait. Surtout après, en termes au-delà de l'institution, mais c'est le jeu, quoi. Footballistiquement parlant. Ça me fait plaisir, Cédric, parce que le Barça, c'est un peu comme l'OM par rapport à Paris, le Barça par rapport à Madrid. Et tu préfères le Barça, donc je ne désespère pas. On va y arriver petit à petit. Et je voudrais entendre ton coup de cœur, du coup. C'était un coup de cœur, mais c'est presque... Je voulais dédier cette émission à un immense joueur qui est parti la semaine dernière, c'est Juste Fontaine. Oui. Les gamins, il faudra qu'ils aillent en Google voir qui était Juste Fontaine. Un recordman. 13 buts dans une Coupe du Monde en 6 matchs, alors qu'il y en a 7 aujourd'hui, qui a été meilleur buteur, qui a été un attaquant brillant à Nice, à Reims et tout ça, qui a vu sa carrière brisée, c'est le cas de le dire, par une double fracture tibia péroné 2 fois, donc qui a été obligé de partir très tôt, qui après a été un bon entraîneur, qui a fait monter le PSG, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, donc un grand monsieur, et en plus, c'était un grand joueur. Oui. Mais j'ai eu la chance de le rencontrer. C'était un immense monsieur. Il avait toujours une bonne histoire à raconter et d'une intelligence, d'une vivacité d'esprit extraordinaire. Vraiment, c'est chapeau à ce grand monsieur. Et puis, comme ça tombe bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Josip Skoblar, que même les Toulonnais ont dû aimer. Et dans quelques temps, ça sera l'anniversaire, dans 10 jours, ça sera l'anniversaire de Delio Onis. Et oui. Alors, vous voyez, quand on finit sur un coup de cœur avec Fontaine, Skoblar et Onis, je crois que tout est dit. Ah bah tout est dit, ça laisse encore une fois de grands espoirs. On le remontre aussi à nos téléspectateurs, de grands espoirs pour le Toulon qui mérite un grand Sporting. Je voudrais remercier infiniment Cédric Charlet d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vicente Lizarazu de Toulon. C'est beau. Si Toulon était resté en première division. Et j'ai envie de dire, Cédric, tu reviens nous voir quand tu le souhaites. C'est très gentil. Avec grand plaisir. L'occasion aussi, on le redit, et on va le faire. On va dédier cette émission à feu Juste Fontaine, un grand monsieur du football. Et pour les plus jeunes, tu as raison, c'est l'occasion qu'ils aillent chercher un petit peu sur Internet, parce que le foot, c'est pas uniquement que maintenant, c'est une grande histoire, le football, on peut le dire, et une histoire qui ne demande qu'à se réécrire pour Toulon, en tout cas. C'est vrai. Il y a un film sur les 13 buts qu'il a marqués en Suède en Coupe du Monde 58. C'est pas les mêmes caméras qu'aujourd'hui, mais ça vaut le coup d'œil quand même. J'y suis allé souvent. Ah bah c'est l'occasion, voilà. Encore une fois, merci beaucoup Cédric Charlet. Merci Yves Mérin, journaliste sportif, mon acolyte, je peux le dire, c'est quand même exceptionnel, mais j'aime bien le dire, c'est mon plaisir personnel. Merci Yves d'avoir été parmi nous. Merci Mehdi et merci à tous. Merci à tous, merci chers téléspectateurs pour votre fidélité et à très vite pour un nouveau Côté Sport sur Info 83.